Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui on parle d'un club, non c'est pas un club de foot, c'est le club des office managers et on en parlera avec Lia Bazin. Elle est justement office manager et fondatrice du club des office managers. On en parle avec elle pour avoir d'ailleurs une définition précise de ce nouveau métier. Le livre de Smart Job, repérer et coacher les profils atypiques, c'est le titre d'un livre sorti chez Erol et son auteur sera avec nous, Patricia Cloarec-Cyprien, coach professionnel. Elle sera notre invitée. Puis dans le cercle RH, ce sont les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation qui a encore augmenté? On parlera de cette première élection professionnelle chez les indépendants. Elle a des enjeux importants. Puis le travail hybride, tiens, c'est une étude intéressante. On est plus efficace, mais moins créatif. On le commentera avec nos invités dans le cercle. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. On parlera du recrutement. Alors les jeunes, est-ce qu'ils sont aussi natifs que ça avec un ordinateur? C'est pas si sûr. On en parlera avec Jean Pralon. Il est psychologue et professeur en RH à l'EM Normandie. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, je me suis laissé dire qu'il fallait avoir un office manager. Et on accueille Lia Bazin, j'ai eu du mal à le dire, un office manager, mais j'ai réussi à le sortir. Fondatrice de ce club des office managers, vous organisez d'ailleurs un sommet dans quelques jours, ce sera mardi. Mardi. On va parler avec vous de ce sommet, de ces office managers, mais d'abord pour le grand public qui nous regarde, c'est quoi un office manager? Je me suis gratté la tête et j'ai eu du mal à trouver. C'est normal. C'est un métier qui est très récent, qui est peu connu, mais qui est essentiel dans les entreprises de petite taille. En fait, l'office manager, c'est quelqu'un qui fait plusieurs métiers à la fois, qui est à la fois RH, comptable, facility manager, qui va s'occuper donc du bureau, du workplace, qui va s'occuper également de la com interne. Elle va, je dis elle parce que ce sont beaucoup de femmes, l'office manager va travailler dans des entreprises de petite taille qui ont besoin de réactivité, de souplesse, et qui, en fonction des actualités ou de la croissance, va pouvoir déployer ses différentes casquettes pour s'adapter aux besoins de l'entreprise et des collaborateurs. On va parler de votre club, évidemment, et puis de ce sommet que vous organisez le 17 mai, l'Office Manager Summit. On va en parler, mais vous, parce que vous êtes Office Manager, on vous a recruté sur quoi? Vous vous êtes présenté comment? Parce qu'en fait, comme vous êtes un couteau suisse, on se présente comment? En disant, je suis surtout RH avec une dominante... je ne sais pas, comment vous êtes vendu? Ouais. C'est une excellente question. Il n'y a pas encore de formation pour devenir Office Manager. À l'époque où je suis devenue Office Manager, en 2015, on devait être à peu près 500 en France. C'était un métier qui était connu uniquement dans la tech, qui aujourd'hui se répand à d'autres secteurs d'activité. Startup tech? Startup tech. Et aujourd'hui, on le retrouve dans plein de secteurs d'activité différents. C'est plus uniquement un luxe réservé aux startups. Je pense que j'ai été recrutée précisément parce que je n'avais pas de parcours type. J'étais débrouillarde. Ouais. Donc globalement, dans un bureau, dans une start-up où ça bouge, où ça se transforme beaucoup, dès qu'il y a un petit souci, tiens, tu vas voir l'office manager. Exactement. Donc on pousse la porte d'un bureau ou de l'open space où vous êtes, et globalement, à vous de vous débrouiller. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. C'est un petit peu de ça. C'est à nous de nous former pour répondre à toutes les possibles situations qui se passent dans l'entreprise. Moi, fréquemment, quand on a du mal à me présenter, même mes propres collaborateurs, parfois, quand ils me présentent, ils disent « Ah, là, c'est le bureau de Lia. Tu peux aller la voir si... » pour à peu près tout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pour tout, on répond, on s'occupe de tous les sujets pour lesquels il n'y a pas forcément quelqu'un de dédié, mais qui doivent être résolus. Mais ça veut dire que vous devez toucher un énorme salaire, parce que vous occupez la fonction de 6 postes ou 7. Enfin, dans la négociation, ça doit jouer quand même quand les office managers disent « Attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». À la fin, ça se négocie ou pas? Là, je souris, mais... Alors, pour les normes salaires, non. D'accord. Bon, ça c'est fait. Mais quoique, on a la chance, parmi les fonctions support, d'avoir quand même des salaires, je pense, un petit peu au-dessus de la moyenne. On bénéficie par contre d'une reconnaissance très forte de nos collaborateurs. Et je pense que c'est déjà un très bel... oui, parce que vous les sauvez, vous sauvez, comme on dit, des coups, vous les dépannez, vous les accompagnez. Et j'imagine que, et on va parler évidemment de ce club, mais vous êtes en prise directe
avec les fondateurs de la start-up, parce que parfois on touche à des sujets extrêmement sensibles et qu'automatiquement vous soyez en prise directe avec eux, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas uniquement dans les startups, mais on a un lien très particulier puisqu'on est à la fois dans l'équipe dirigeante Oui. et dans l'équipe, parmi les collaborateurs. Vous êtes un pont, en fait. On est à la jonction. Je parlais avec l'intervenante ensuite, qui, je lui ai expliqué mon métier qu'elle ne connaissait pas. Elle me disait, mais en fait, Elle aussi. elle non plus. Elle me disait, mais en fait, vous êtes comme la corde qui va relier les différents services, qui va faire le lien entre la direction et les collaborateurs. Je trouvais que c'était une très belle image. Alors, un club, parce que vous avez démarré peu en 2015, vous étiez très très peu, vous comptiez presque sur les doigts d'une main, mais si je lis bien, vous êtes aujourd'hui 3000 membres recensés, donc il y aurait 3000 office managers dans les entreprises françaises. Un peu plus. J'estime le nombre d'office managers à peu près 10 ou 15 000, en me basant sur LinkedIn, tout simplement. On était 500, donc quand j'ai commencé à monter ce club, j'avais simplement besoin de parler avec d'autres personnes faisant mon travail. Échange d'expérience. Prendre des conseils, me former, en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à simplement faire des déjeuners avec les office managers Oui, bien sûr. autour de moi. Et après, ça s'est agrandi. Ça a grandi parce qu'il y avait un besoin, parce que les office managers sont isolés dans leur profession et ont besoin de se former. Et de fil en aiguille, on est 3000 adhérents aujourd'hui au club des office managers. Mais dans la nomenclature, excusez-moi, c'est un peu concret, dans la nomenclature INSEE, ça n'existe pas, office manager. Vous êtes rangé dans quoi? Alors là, je dois avouer que je n'ai jamais regardé. C'est RH, On est côté RH, on est dans les fonctions support. Je suppose qu'on est entre les RH et les fonctions d'assistant à la direction. C'est quoi les choses les plus dingues par rapport à cette fonction que vous nous décrivez, qui est très nouvelle pour nous dans le vocabulaire? C'est quoi les choses les plus extravagantes qu'on ait pu vous demander et face auxquelles vous avez dû répondre? J'ai dû annoncer à mon équipe qu'on s'était trompé sur les salaires, sur le virement et qu'on allait devoir rectifier, qu'on avait payé tous les salaires en double, que c'était de ma faute, mais que j'allais réparer cette erreur. J'ai annoncé à des équipes des déménagements dans des endroits auxquels on ne s'y attendait pas. J'ai annoncé qu'on partait en séminaire à Barcelone. Ça va. Ça va. Ça se passe plutôt bien. Ouais. J'ai annoncé qu'on allait devoir se séparer de collaborateurs parce qu'on avait... Ça, c'est aussi la mission de l'office manager? Oui, parce que l'office manager, à nouveau, est très souvent dans des entreprises où il n'y a pas encore de RH. Moi, par exemple, j'ai toujours été dans des entreprises de moins de 60 collaborateurs. Oui, bien sûr. Donc, J'arrive, on est 20. Je repars, en général, on est 50-60. ça monte vite. Là, la RH arrive. Mais avant, c'est moi qui fais office de RH, qui fait office de workplace manager, qui fait office de chargé de la com interne. Donc, vous avez appris en marchant et vous vous êtes renforcé dans quel domaine? Avant d'arriver, avant de prendre ces postes, vous connaissiez vos qualités et vos faiblesses. Où est-ce que vous avez beaucoup progressé à travers finalement le fait d'avoir occupé ce poste d'office manager? Je pense que c'est surtout les sujets de culture, marque employeur, qui en fait ont une résonance dans chacune de nos missions. Tout ce qu'on fait, simplement la décoration du bureau ou les traitements administratifs des contrats, en fait pour moi ont un lien avec la culture et avec la marque employeur. Et c'est ce petit plus, cette petite valeur ajoutée, ce supplément d'âme que les office managers viennent apporter. Alors, il y a ce club des office managers, il y a un site internet, on peut évidemment s'inscrire, participer, partager un certain nombre d'événements conviviaux. J'imagine que vous nourrissez aussi par du contenu. Et puis, il y a ce Summit Office Manager. Ça se passera où d'ailleurs? C'est à Grand Contrôle, à Paris, dans le 12e arrondissement. C'est l'Office Manager Summit, c'est simple, c'est le rassemblement annuel des office managers. Je l'ai créé il y a 4 ans parce qu'on commençait à être trop nombreux pour se regrouper chez moi. Ouais, le resto, c'était chez vous, le resto, voilà, ça marchait pas? Chez moi, ça commençait à être un peu trop petit. Aujourd'hui, on a un Grand Contrôle, il y aura 600 office managers, 80 partenaires et 25 ateliers. Le but, c'est simple, c'est le moment pour les office managers de venir faire le plein de formation, de retour d'expérience, de prestataires qualité et de rencontrer des office managers partageant leurs problématiques. Pour le dire, parce que vous avez une vue panoramique sur ces 15 000, parce que vous évoquez un nombre qui est fluctuant, mais autour de 15 000. Il y a un marché, il y a du recrutement, on se challenge, on passe d'un poste d'une entreprise à une autre. Enfin, comment ça marche là? Parce que c'est très nouveau. Oui, ça marche bien. Oui, j'imagine, c'est très demandé, ouais. On est très demandé, il y a une pénurie de postes sur la fonction office manager. On est débauché. Moi, en 7 ans, j'ai changé d'employeur 4 fois. Oui, c'est le fameux mouton à 5 pattes que vous incarnez finalement. Ce sont les recruteurs ou les RH cherchent ou le patron cherche un mouton à 5 pattes. Mais vous êtes ces moutons à 5 pattes. Un petit peu, je crois. Et comme il n'y a pas de formation, c'est vrai que c'est difficile de nous repérer. Et les office managers, je pense aussi, aiment changer de 2-3 ans.
parce qu'on fait le tour et en fait, on dépend de la croissance. Quand l'entreprise commence à grossir, là, d'autres fonctions support arrivent et l'office manager va changer un petit peu de rôle. Oui, il y a un petit côté dans ce que vous décrivez un peu mercenaire finalement aussi dans ces boulots, parce qu'il faut répondre très vite, être très agile. Et puis une fois que vous avez fait le tour de la boîte et répondu à peu près à tous les problèmes ou les annonces, c'est bon, vous faites le tour, c'est ça l'idée. Et vous passez sur une autre aventure. Alors, j'ai aussi beaucoup d'exemples dans la communauté De gens qui sont posés. Moi, j'ai travaillé spécialement dans des entreprises en croissance. Mais dans les entreprises qui ont une croissance plus douce, l'office manager peut rester en poste longtemps. Mais c'est vrai, j'aime bien ce côté mercenaire. Alors, ça manque de modestie. Mais moi, j'aime dire que je suis un peu le MacGyver, mais le MacGyver qui touche aussi au RH et à l'admin, pas qu'aux problèmes de bureau et de réparation. Oui, c'est MacGyver. Aussi. Vous réparez aussi les office managers? Moi, j'ai une journée type. Je vais passer les payes, donner les tickets restaurants, organiser le team building annuel, réparer les toilettes ou faire en sorte qu'ils soient réparés et faire une séance de coaching/psy avec un collaborateur pour essayer de l'aiguiller et de l'orienter. Et ça, j'allais dire, ça ne rentre pas dans votre fiche de poste parce qu'on ne vous a pas écrit tu devras aller réparer les toilettes quand elles sont cassées. Ça va sans dire. Mais je veux dire, vous l'intégrez dans votre fonction. Vous ne dites pas à votre patron écoute, non, je suis désolé, tu appelles un plombier. C'est-à-dire que l'office manager, il a aussi cette capacité comme ça d'ultra souplesse, au-delà même de ses compétences. C'est bien ça dont il est question. Oui, tout à fait. Il y a des situations où je vais déléguer et on attend de moi que je le fasse. Mais il y a aussi des situations où je vais me retrousser les manches et trouver une solution. J'ai déjà ouvert la porte d'un bureau avec une radio et je sais, parce que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, je ne suis pas la seule à avoir déjà fait ça. Parce qu'à un moment donné, on doit pouvoir rentrer dans le bureau. Et si le temps que le serrurier arrive, on teste des choses. Oui, c'était ma question de tout à l'heure. C'est des choses un peu extravagantes que vous avez faites, dont celle-ci d'ouvrir la porte parce que le patron a besoin d'accéder à l'ordinateur, parce qu'il faut que l'entreprise continue à vivre. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur ce tout nouveau métier. J'ai compris ce qu'était un office manager ou une office manageuse pour les femmes. Office manager. Manager, ça vous va. Merci Ilia Bazin, fondatrice de ce club. Donc il y a un site internet et puis il y a le Summit, l'Office Manager Summit, mardi, dans le 2e arrondissement. Ça sera facile à trouver, j'imagine, qu'en allant sur internet. S'inscrire. Et les office managers sont des gens très agiles, ils trouveront très facilement. Merci de nous avoir rendu visite et bonne chance pour ce sommet. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. On parle du coaching. C'est une coach qui va parler au coach, vous allez voir. Le livre de Smart Job, on parle coaching, repérer et coacher les profils atypiques. On en parle avec son auteur, Patricia Cloarec-Cyprien. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau. Coach professionnel certifié, votre société s'appelle Sequoia Coaching, on en parlera. Et vous vous intéressez, alors ce sont des acronymes, mais on va en parler dans quelques instants, les HPI, les TDAH, les DIS, les Asperger, les hypersensibles, qui parfois posent quelques difficultés aux coachs, parce que c'est et aux managers, et parfois aux parents, parce que je sais que vous avez envie de les toucher. D'abord, un petit mot sur Sequoia Coaching, parce que vous me racontiez, c'est intéressant que vous nous le disiez en quelques mots, que votre parcours aussi de professionnel, de femme, a connu un petit accident avec un burn-out, et pour vous reconstruire, vous êtes parti aux États-Unis et que vous avez vu des séquoias. D'où ce jeu de mots. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était pas franchement pour me reconstruire, mais c'était vraiment le point de départ de mon après. C'est-à-dire que je remontais de cette phase difficile de burn-out. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et ça a commencé avec ce voyage devant les arbres. Devant les arbres. Et donc j'arrive dans le Sequoia National Park et je vois cet arbre majestueux avec une couleur impressionnante. Et je me dis, waouh, on ne peut pas le regarder vite. On est obligé de prendre son temps pour le regarder, pour le voir. Et ensuite, c'est un peu une image aussi de la manière dont on aborde quelqu'un en coaching. Exactement. Prendre son temps pour regarder quelqu'un. Et ils ont l'air de se ressembler, mais ils ne se ressemblent pas. Et ensuite, on arrive devant le Sherman. C'est le plus ancien, le plus gros. Et j'arrive devant cette affiche d'arbre. Je lis jamais les affiches d'arbre. Mais là, je ne sais pas pourquoi je l'ai lu. Et il explique le fonctionnement d'un séquoia. Et là, j'ai été émue aux larmes. Mais vraiment... Touchée. J'ai été touchée. Parce que finalement, le séquoia est un arbre avec des racines très profondes, horizontales, verticales. Donc, il y a une vraie assise pour supporter les mouvements. Bien sûr, comme il est très grand. Ouais. Voilà, et en Californie, il y a des tempêtes, il y a des feux. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a tout un système interne dans le séquoia pour gérer ce feu. Donc, système d'irrigation interne, l'épaisseur de l'écorce, l'organe de reproduction qui se trouve dans l'écorce. Donc, si jamais... Donc il se protège, il est capable de résister. Et il se reproduit en cas d'échec, on va dire, entre guillemets, si le feu prend trop. Ça, c'est votre nouveau départ, c'est le choc des arbres, de ces séquoias qui sont des arbres en effet absolument dingues. Et vous devenez coach. Et je me dis qu'on devrait tous avoir ce système en nous.
De protection, de de défense. protection et de force, parce qu'il y a ce système de Oui. protection, de force et de longévité. C'est l'un des arbres les plus, qui vit le plus longtemps au monde. Donc ce système de longévité, Oui, c'est un arbre puissant. cette beauté, cette puissance. Et en même temps, cette envie, quand on est devant un séquoia, on a envie de, Ouais, de le prendre. de le prendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour faire le lien et la passerelle avec votre travail de coach, il y a prendre le temps aussi, et c'est d'offrir ou de proposer à celui que vous allez accompagner de pouvoir enfoncer un peu plus ses racines, de pouvoir être capable de mieux résister au quotidien, au monde environnant. L'angle, le coaching est quelque chose d'assez généralisé, il y a beaucoup de coachs, mais ce qui est intéressant dans l'angle de votre livre, et que j'ai trouvé passionnant, c'est d'abord que vous nous faites un éphéméride assez détaillé des typologies de personnes qu'on dit atypiques. Et en fait, il n'y a pas que les surdoués. Alors vous les traitez évidemment, ceux qui ont un très haut potentiel. Vous le traitez, c'est le premier que vous traitez. Mais il y a aussi plein d'autres, notamment le HPI et le DIS. Alors celui-ci est très troublant, le DIS. Oui. En plus, il est troublant parce que alors, le DIS, quelque part à l'école, c'est celui qui est le plus connu. Quelqu'un qui est dyslexique va être vite repéré. C'est quelque part celui qui est le plus connu, mais il est connu chez l'enfant, moins chez l'adulte. C'est vrai. Et toujours pris sous l'angle de la difficulté. Parce qu'effectivement, à l'école, on demande aux enfants d'écrire, de lire, donc toujours pris sous l'angle de la difficulté. Pareil pour le trouble d'attention, toujours pris sous l'angle du trouble. Alors, il y a une typologie, et ça c'est intéressant parce que ça ne touche pas que les coachs qui accompagnent ces personnes, parce que parfois vous êtes face à quelqu'un, vous ne la connaissez pas, cette personne, et elle est déstabilisante. Il y a cette personne qui a trouvé la réponse avant tout le monde et qui va couper la parole, vous le racontez dans le détail. La personne n'a pas fini sa phrase, qu'elle veut immédiatement résoudre le problème, coupe la parole, et vous dites dans le mauvais tempo et finalement se fait remarquer. Ça, c'est quelle typologie de profil atypique? Alors, ça peut être quelqu'un qui a un trouble d'attention. Ça, c'est d'accord. C'est ce trouble un peu de l'inhibition, c'est-à-dire que cette difficulté qu'on va avoir à décider de ne pas faire ce qu'instinctivement... Il est sans filtre, en fait, ce que vous dites. Il n'y a pas de filtre. En fait, il n'y a pas la capacité que vont avoir d'autres fonctionnements cérébraux de se dire « ça, c'est pas pour maintenant » ou « ça, c'est prioritaire ». La personne y va, elle le dit. Et ça, évidemment, dans une entreprise, enfin même d'ailleurs dans une séance de coaching, c'est extrêmement déstabilisant. Concrètement, il y a aussi un autre élément. Et là, on vient sur les conseils du coach. On parlera ensuite de votre volonté de toucher un autre public. Ça, c'est important. Ce livre, en fait, ne s'adresse pas qu'aux coachs. Mais quand même, vous donnez quelques conseils aux coachs parce que quand vous avez des gens en profil atypique, vous dites bien qu'ils vous testent. Oui, c'est la première chose. C'est la première chose, ça. Ils vous testent. Et ça, c'est quelque chose... Alors que ce soit en coaching avec des enfants, c'est encore plus fort, ou des adultes, il y a vraiment cette phase de test. Et c'est pas un test sur les diplômes, c'est pas un test sur un, c'est vraiment un test sur la personne. Est-ce que tu m'apporteras? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Est-ce que tu es pertinent pour moi? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu me fais perdre du temps, hein, vous le dites, hein. Et est-ce que tu vas me faire perdre du temps ou pas? Et ce sont des personnes, le coaching n'arrive jamais en première intention. Donc ce sont des personnes qui connaissent des psys, des kinésiologues. À une époque, j'avais fait une étude. Il y a des parents, 200 parents m'avaient répondu, et il y avait plus de 50% qui avaient vu plus de 7 professionnels avant 12 ans. Ouais, vous dites même, j'ai une expression qui est terrible, vous dites ils les ont cassés, quoi. Beaucoup d'atypiques ont détruit des coachs parce qu'en fait les coachs n'arrivent plus à les gérer. Oui. Comment on fait alors là? Parce que est-ce que ça vous est arrivé d'ailleurs vous dans votre parcours de coach? Parce que là vous êtes aussi formatrice de coach, mais vous avez eu des situations où vous dites mais je trouve pas la clé, j'arrive pas à entrer, quoi. Pour l'instant non. Bravo, parce que c'est pas simple. Pour l'instant non. Vous réussissez toujours à trouver un passage. Le passage c'est toujours le même. L'authenticité, le naturel, ça paraît très 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 simple et en même temps c'est très compliqué parce que ce passage-là implique déjà de soi-même se connaître. Il y a des coachs atypiques qui ne se connaissent pas. Donc, il y a aussi des coachs atypiques qui rencontrent un atypique. Et voilà, et là qu'est-ce qui se passe? Ça bug là en général. Là ça peut bugger. Ouais. Donc pareil pour les managers. Donc c'est ce travail sur soi qui lui est très complexe, qui va permettre d'accompagner la personne là où elle est et de la façon dont elle a besoin. Patricia, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous dites j'aimerais aussi que ce livre que vous venez de sortir soit aussi acheté, pris entre les mains de managers. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des difficultés aussi de communication avec ces profils et que les managers disent globalement ils me saoulent, j'y arrive pas. Enfin c'est ça globalement. Parce que je me dis que tout le monde y perd. Je me dis que d'un côté tout le monde y perd et qu'il y a un potentiel, un vivier de potentiel d'énergie qui est complètement inexploité. Alors c'est génial. Parce que ça veut dire que dans tout ce qu'on met en place au niveau du management, des RH, il y a des choses à faire pour le leadership inclusif, pour le management inclusif, pour mettre en place du coaching inclusif. Donc il y a des pépites
Mais pour ça, il faut vraiment les identifier et activement se dire qu'est-ce que je fais de la pépite. Mais vous, qui avez quand même une expérience, vous avez écrit ce livre, vous avez fait des études, qu'est-ce qu'ils deviennent ces profils atypiques? Ils n'ont pas été coachés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils végètent, ils quittent l'entreprise, ils dépriment? Il y en a certains qui réussissent très très bien. La difficulté, je vais prendre mon cas, très très belle carrière. Le problème, c'est que cette belle carrière est assise sur aucune confiance. C'est-à-dire que souvent, ça s'assoit sur un syndrome d'imposteur. La sensation que, dans mon cas, coup de bol, promotion, coup de bol. Ouais, ou promotion, tiens, il voulait une femme, en plus je suis noire, en plus je suis une femme, en plus j'étais jeune, 3 quotas en un. C'est pas pour mes qualités. Non, plein d'arguments comme ça qui font que je vais relever défi après défi et j'en ai rencontré plein. Et ça aussi, ça vous a miné finalement. Enfin, ça déstabilise. Ça fatigue, parce que vous êtes toujours en train de chercher la perfection, la performance. Vous êtes en train de surcompenser votre fonctionnement, mais pas en conscience et en bienveillance, par la honte. Et souvent inconsciemment d'ailleurs. Inconsciemment, c'est fait depuis petit. Parce que si petit, on ne se met, depuis la maternelle, un enfant qui ne se met pas dans l'ordre de marche, c'est ça. C'est pour ça aussi ça démarre tout petit. Ça démarre tout petit. Mais ça veut dire qu'il faut faire un gros travail sur soi et donc, sans vouloir à tout prix passer entre vos mains, il faut aussi aller voir un coach qui peut justement renverser tout cela. Ça peut être une option. Moi, c'est justement ce que je veux apporter avec le livre, parce qu'on parle beaucoup du coaching, on parle beaucoup de ces profils-là, mais peu de qu'est-ce qu'on a comme piste actionnable. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avancer et pour permettre à ces personnes d'exprimer et d'être valorisées pour leur singularité, mais qu'eux-mêmes la valorisent. C'est le premier pas. Mais vous me dites certains réussissent bien, pour terminer, mais j'ai lu que d'autres avaient parfois des difficultés, non pas qu'ils n'avaient pas l'intelligence ni les qualités, mais que leurs attitudes les excluaient. Oui. Comment on fait là? En fait, s'ils arrivent en coaching, c'est toujours la même chose. Il faut qu'ils y arrivent. Il faut qu'ils arrivent. Donc, et ils ne sont pas toujours volontaires. En fait, il faudrait déjà mettre le doigt sur ou se dire ma difficulté viendrait peut-être de mon fonctionnement et donc j'ai envie d'eux et non pas avoir baissé les bras. Et c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est que ce livre puisse parler à des personnes, faire des ricochets, dire tiens, et si tu allais voir un coach, et si ça pouvait être ça? Parce que les statistiques, elles ont cette chose d'intéressante qu'elles disent voilà 3% ou 2% HPI, c'est intéressant. Mais ça donne au potentiel. Ça donne aussi le côté rare. Et la personne qui est très intelligente, mais qui ne définit pas l'intelligence par l'intelligence logico-mathématique et linguistique, va se dire, moi, je suis pas concerné. Je suis pas concerné, je suis pas dedans. Alors qu'effectivement, c'est un haut potentiel, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. La jeune fille, parce que les jeunes filles se suradaptent, se caméléonisent très, très, très bien, qui a un trouble d'attention, elle peut passer au travers. Et alors, ceux qui sont à la fois HPI et avec un trouble d'attention HPI et avec un 10, vont passer au travers des radars comme ça et s'épuiser à la tâche. À un moment donné, finir épuisé. Lisez ce livre, Repérer et coacher les profils atypiques, HPI, TDAH, 10, Asperger, tous les profils avec des conseils, des encadrés extrêmement pratiques et très concrets justement pour... Oui, c'est très concret. Voilà, j'ai voulu être pragmatique. Et surtout mise en page de manière à ce qu'il vraiment, on nous prenne par la main dans la compréhension. Merci Patricia Cloarec-Cyprien. Merci. Sequoia, c'est votre entreprise de coaching qui est un jeu de mots qui ne s'écrit pas comme un séquoia. C'est la créativité. C'est la créativité, c'est apostrophe. C'est ça. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Merci, et on retrouve les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche. On va parler évidemment du pouvoir d'achat, des salaires et de plein d'autres sujets juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque semaine pour balayer l'actualité de la semaine. Alors évidemment sous le signe de l'inflation, évidemment versus pouvoir d'achat, avec beaucoup de questions, alors évidemment, et beaucoup d'inconnus. Un projet de loi pouvoir d'achat, puisque c'est évoqué, on ne connaît pas le nom du Premier ou de la Première ministre, mais avec des questions autour de que peut-on faire pour rattraper cette inflation qui est maintenant à 5,4, c'est les chiffres de l'INSEE. Elle a encore progressé et elle va encore progresser. On parlera de cette première élection professionnelle chez les indépendants et notamment chez les livreurs, qui est une première, même si les syndicats officiels traînent un peu des pieds. Et puis on parlera, pour finir, c'est peut-être une petite note sucrée, le télétravail. Il y a des études qui sont sorties sur la créativité, l'efficacité. On verra ce qui a le mieux marché quand on travaille de chez soi. Mes invités sont là. François Vigne, bonjour, ravi de vous accueillir.
associé chez Sycomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être là. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. On vous écoutera évidemment sur le débat des salaires. Et puis Timothy de Courcy, un nouvel expert qu'on accueille avec grande joie, PDG de maison Elzéar. On met un accent sur le ouais. Elzéar. C'est 35 salariés, groupe hôtelier à Paris. À Paris. 2 établissements. 3 établissements, du 8e arrondissement. 16e arrondissement, 14e arrondissement, 4 étoiles pour les 3. 4 étoiles pour les 3, avec 35 collaborateurs, avec le débat qui est posé aux chefs d'entreprise. Enfin, je mets un petit peu de côté Jean-Claude Beaujour, avocat, mais la question est posée, c'est est-ce qu'il faut, le plus vite possible, dès lors qu'un gouvernement aura été nommé, une première ministre, est-ce qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation? Est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Enfin, l'indexation des salaires, ça nous ramène 40 ans en arrière. On est d'accord. On l'a abandonné en 83, et si on l'a abandonné, c'était plutôt pour de bonnes raisons, et on s'en est pas si mal finalement porté pendant pas mal d'années. Sauf que là, on est en situation de retour. On est en train de parler d'indexation, il y a la question du rattrapage. Parce que sur l'index des salaires, le gros inconvénient, c'est l'inflation dite de second tour. Parce que, surchauffe. Ben non, mais à chaque fois qu'on va augmenter les salaires, on va être obligé d'augmenter également, je dirais, les prix. Et donc, on va être dans une course infinie à l'inflation. C'est pour ça que le mécanisme d'indexation a été abandonné par un certain nombre de pays, comme la France. C'est vrai. Donc, il y a une question de rattrapage. Et il est évident que, notamment pour les petits salaires, on ne peut pas dire aux gens, vous n'augmentez pas, alors que les prix augmentent de 5,4%. Comment font les gens en fin de mois? Donc, de toute façon, il est évident qu'il faut un rattrapage. La vraie question, une fois qu'après le rattrapage, c'est comment et pourquoi avons-nous cette inflation? Et il faut s'attaquer à ses causes. Cette inflation, il y a un certain nombre de questions qui sont sans doute relativement limitées, potentiellement dans le temps, comme la fermeture du port de Shanghai, comme la reprise après le Covid et après cette surchauffe après Covid, Cette expérience un peu étonnante qui a été les confinements, ils sont très expérimentales et assez dangereuses. Mais après, il y a la question également, on a mis beaucoup trop de liquidités depuis une dizaine d'années dans le marché qui ont favorisé cette inflation. Donc, ça, c'est la BCE notamment. Hein. Et c'est la conséquence des déficits budgétaires que nous avons depuis très longtemps. Je pense que fondamentalement, si on veut arrêter cette mécanique, il faut s'attaquer aux causes pour permettre, je dirais, demain, de retrouver un régime beaucoup plus sain. Donc, il faut augmenter les salaires, oui, bien sûr, et notamment les petits salaires, mais il faut surtout et fondamentalement s'attaquer aux causes pour éviter de rentrer dans cette course à l'inflation qui était extrêmement négative autrefois pour la France. J'entends un spécialiste de la finance, vous dites trop de liquidité. Oui, bien sûr que c'est trop de liquidité. D'accord. Je donnerai la parole à Jean-Claude Beaujour, mais vous êtes chef d'entreprise et c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. On les indexe ou pas, ces salaires? Parce que vous avez, j'imagine, des collaborateurs qui, dans l'hôtellerie, qui ne sont pas des salaires forcément très très hauts, viennent vous dire, écoutez, moi je m'en sors pas, j'habite loin, j'ai de l'essence, j'ai des coûts alimentaires, j'ai le chauffage lorsque l'hiver reviendra. Effectivement, vous êtes vous aussi pris un peu en tenaille en leur répondant quoi d'ailleurs? Parce qu'il faut que c'est compliqué. Hein, c'est effectivement très compliqué. Et cependant, on est dans un secteur qui est effectivement très particulier. Hein. On a un travailleur sur 5 dans l'hôtellerie qui est un travailleur pauvre, qui gagne moins de 800 € par mois. On a 9% de cadres dans ce secteur. On est vraiment dans un secteur qui est très particulier et qui est, on peut dire, pauvre. Les rémunérations sont faibles, les conditions Pourquoi? de vie Parce que vous, de votre côté, vos marges sont faibles aussi? Excusez-moi, rentrons un peu dans le... C'est pas la question, non, mais c'est historique. C'est un secteur dans lequel les collaborateurs sont peu rémunérés, très peu qualifiés et ont des conditions de vie difficiles. C'est un métier à forte pénibilité. C'est vrai. Avec des horaires difficiles. Les gens travaillent la nuit, forte pénibilité parce qu'on porte des sacs de linge. Enfin, bon. On bouge des lits. On bouge des lits, on fait les lits. Bon. Et donc, votre solution, ça serait quoi? Moi, ma solution, c'est évidemment les plus bas salaires en premier, pour 2 raisons. D'abord, parce que ce sont les gens qui souffrent le plus, il faut bien le dire, de cette inflation, de cette augmentation des prix de l'énergie notamment, des prix alimentaires. Bon. Et puis, deuxièmement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les petits salaires qui consomment le plus et donc qui soutiennent la demande. Et donc, au plan macro, c'est très important de soutenir les petits salaires avant les gros salaires. Alors après, je vous coupe, mais à une époque, cet argument a toujours été utilisé depuis 30 ans. Les petits salaires consomment, et certains disaient, les mauvaises langues, mais ils avaient raison, oui, mais ce sont des produits chinois qu'ils vont acheter et c'est pas bon pour notre économie. Ça dépend si c'est l'alimentaire, c'est moins des produits chinois. Voilà, on est d'accord. Non, mais il y avait ce débat qui était posé en augmentant. J'entends vos arguments, Jean-Claude Beaujour. Comment vous vous situez sur ce débat? Parce que certains disent même qu'il va falloir faire un projet de loi pouvoir d'achat, qui serait quoi? Une nouvelle rustine, de nouveaux chèques envoyés? C'est une précision. Le sujet que l'on a
dans l'hôtellerie, dans d'autres secteurs. On l'a aussi dans les cabinets d'avocats parce que nous employons aussi du personnel. C'est vrai, des collaboratrices. Parfois du personnel d'exécution. Et donc, il faut penser aussi à ce personnel. 2 observations en réalité, ce dont on me parle, parce qu'on est bien d'accord, tout à l'heure on disait que ça nous renvoie à 40 ans en arrière. Moi je suis de la génération, on a bien connu la bataille de Jacques Delors et à l'époque du Premier ministre Pierre Mauroy en disant le combat, le gouvernement de combat du 18 mars 83 de Pierre Mauroy, c'était on va lutter contre l'inflation. Et donc ça va faire long feu, si je peux me permettre. Voilà, donc c'était le vrai sujet. Aujourd'hui, le problème, c'est le pouvoir d'achat. Donc, je pense qu'il faut éviter de retomber dans la spirale salaire augmentant et surchauffe. Viser les petits salaires. En effet, parce qu'ils sont trop faibles. Nous avons des petits salaires trop faibles parce qu'il n'est pas normal qu'une personne qui est agent de surveillance ou bien hôtesse d'accueil, qu'elle ne puisse pas vivre. Je sais même qu'il y a des gens qui ont du mal à vivre en travaillant dans de grandes entreprises, en ayant des fonctions d'exécution simples. Ça n'est pas acceptable humainement et socialement. Donc il faut, revaloriser. Deuxièmement, lutter en faveur, en tout cas travailler au pouvoir d'achat. Je crois que l'histoire du pouvoir d'achat, il y a la question de l'énergie, il y a le logement qui vient grever dans les grandes villes, dans les grandes villes à Paris en particulier. Mais quand vous êtes en région, il faut avoir une voiture, il faut avoir de l'essence, etc. Et puis, il y a aussi le fait que l'alimentaire coûte malgré tout. Et vous savez, moi, je suis pas l'alimentaire pour a progressé considérablement. Je ne suis pas pour rentrer dans le fait de dire ils vont aller acheter chinois, etc. Edith Cresson disait ça à propos des magnétoscopes de Poitiers. Il y a 40 ans. Mais oui, qui était japonais, mais c'est vrai que c'était l'Asie. Qui était à Poitiers, qui arrivait à Poitiers. Ils avaient été stockés à Poitiers. C'est vrai, vous avez raison. C'était coréen et japonais. Donc, je pense qu'il faut entendre nos concitoyens là-dessus et travailler vraiment pour pouvoir rebooster le pouvoir d'achat. Un mot chacun, parce qu'il y a quand même l'idée du quoi qu'il en coûte d'État, parce que les entreprises répondent aujourd'hui, nos marges sont faibles, on est dans une reprise économique et on ne peut pas se permettre évidemment de réaugmenter les salaires. Je pense à la restauration, puisqu'il y a eu des négociations avec un +9, là c'est compliqué, et pourtant certains continuent à expliquer que les salaires sont trop bas. Est-ce que l'État doit mettre la main à la poche? C'est ça que certains disent. Mais c'est la question. L'Espagne, il y a eu des émeutes dans certaines régions d'Espagne, des émeutes du pouvoir d'achat avec des salariés qui sont allés manifester. Il y a eu des batailles, des bagarres. Et vous évoquez l'explosion sociale possible. Vous savez, François Vigne. Oui, on dit toujours l'État doit mettre la main à la poche. L'État, c'est qui? La caisse de l'État. C'est beaucoup nous. Et donc, il faut faire attention, une fois de plus, à ne pas polariser, de se concentrer sur une classe moyenne entre guillemets, qui tire tout le reste, parce que c'est cette classe moyenne qui sera... Et qui s'appauvrit, en tout cas qui paiera encore plus d'impôts. Faisons attention, et vous savez à quel point on est attentif. Il faut tirer la plus grosse masse, mais il faut faire attention à ne pas continuer à faire supporter sur une classe moyenne intermédiaire cette charge. Donc, François, pour le fait qu'il faut systématiquement ouvrir les vannes financières de l'État. Demander à étaper, aujourd'hui, la France fait partie des 3 pays en plus fort déficit de la zone euro, et parmi les pays les plus endettés de la zone euro. Donc on a à peu près 3 000 milliards en vue de dette. Et 100 milliards de déficit de la balance commerciale. Et de toute façon, il le facturera aux contribuables, que sont les entreprises, que sont les particuliers. Il n'y a pas de solution, François. Là encore, il y a, mais d'une part, chacun doit faire des efforts, et en commençant par l'État doit faire des efforts, les entreprises doivent faire des efforts, au profit en particulier, je dirais, des plus bas salaires, parce qu'il y a un principe de justice sociale, il faut que chacun puisse vivre décemment dans notre pays. Tout le monde s'est moqué du SMIC à 1 400 €. Et par ailleurs, ça vous semble bête, ce SMIC à 1 400 €? Ça avait été porté par un certain nombre de candidats, je pense à Jean-Luc Mélenchon. Mais encore, de toute façon, non, moi, il ne faut pas se polariser sur le SMIC. L'ensemble des petites rémunérations, mais il n'y a pas que les petites rémunérations, parce que même quand on touche un peu plus, on peut aussi être en difficulté. On peut aussi être en difficulté. Donc là encore, il faut, en commençant évidemment par les plus bas salaires, il faut commencer par aider. Après, il faut s'attaquer aux causes. Même quand on entend, comme hier soir et ce matin, qu'aujourd'hui, il nous manque 20% de candidats comme profs de maths ou CAPES, parce que l'une des solutions également pour lutter contre l'inflation, c'est la montée en compétences de l'ensemble des gens qui nous permettront demain d'avoir des plus hauts salaires. Sauf que le recrutement a baissé chez les profs. Si aujourd'hui, on n'est plus capable de former nos profs, on n'aura pas, nos élèves faute de profs, on ne pourra pas monter en compétences. Donc il y a des causes structurelles auxquelles il faut s'attaquer. C'est une révolution, je dirais presque de notre modèle social qu'on est en train de revoir là, parce que en fait tout est en train de se gripper. En tout cas, dans notre secteur, c'est certain. Le contrat social de l'hôtellerie
Les gens Parce qui que vous plus, n'allez plus trouver personne finalement avec on des ne salaires. retrouve, mais il y a des hôtels qui n'ont pas réussi à rouvrir après confinement, parce qu'on n'arrive pas à recruter, parce que finalement, nos collaborateurs, pendant ces périodes difficiles de confinement qu'on a pu connaître, sont soit pour certains repartis au bled, soit pour d'autres ont changé de job, sont devenus chauffeurs Uber, ou on en parlera peut-être. On va en parler, et donc, la réouverture a été pour certains très compliquée. Moi, je suis toujours très content et très fier de pour dire vous, qu'on a pu rouvrir avec nos mêmes collaborateurs, etc. Mais je sais que ça a été très compliqué. Il y a des hôtels qui ont été en travaux, notamment les très grands hôtels parisiens, des gros porteurs. Je pense à un très gros porteur dans Paris, qui a eu un mal fou à rouvrir. C'est parce que ses salaires étaient trop bas. Vous connaissez le marché. Les salaires sont trop bas. Il y a 42% des gens du CHR, 42% des gens du CHR hôtellerie-restauration, qui gagnent le SMIC. C'est énorme. Contre 21% dans l'habillement. Il faut que le secteur le plus touché par ça. Jean-Claude Beaujour, 1 400 € le SMIC. Enfin, juste parce qu'il va falloir réindexer. Super U, c'était la semaine dernière, je crois, dans notre émission, annonçait que pour eux, c'est le calcul que faisait le réseau Super U, 7% d'inflation, donc on est à 5,4 et on y va assez doucement. On va peut-être même atteindre presque les 10%. Certains évoquent ce chiffre. En 83, on était à 18% d'inflation, il faut le rappeler. On fait quoi concrètement? C'est quoi la solution? On baisse les impôts, on augmente les bas salaires très haut? Comment on fait? Je pense qu'il y a peut-être deux pistes. Je pense vraiment qu'il faut qu'on garde en tête que lorsque quelqu'un gagne 1 200, 1 300, 1 400 €, c'est pas le Pérou. Et dans le même temps, ça coûte à l'employeur, en gros, mis bout à bout, c'est 2006, un peu moins. Un peu moins. Mais c'est 1 000 € en plus sur les bas salaires. C'est quasiment 1 000 €. C'est-à-dire que pour pouvoir dire à quelqu'un, venez, asseyez-vous, par exemple chez vous, pour avoir une hôtesse d'accueil en plus, ça vous coûtera non pas 1 400 €. Et la personne fait ses calculs. Mais 2 400 €. Donc c'est vrai que le coût du travail est extrêmement élevé, d'où l'intérêt de maîtriser nos dépenses publiques. Parce que chaque fois qu'on dit qu'il faut des impôts, on crée des taxes, etc. Mais est-ce que vous, juste avant de parler des indépendants et du dialogue social, enfin en tout cas d'un début d'élection professionnelle, est-ce que vous craignez d'un mot chacun ces risques, je ne sais pas de mettre de l'huile sur le feu, mais d'explosion sociale, c'est-à-dire d'un risque d'un gilet jaune version 2, mais encore plus fort? C'est pour ça qu'il faut agir avec à la fois rapidité, efficacité et dans le sens de la justice sociale. On n'a pas le choix. Et faire les réformes qui s'imposent, parce que là encore, il faut refroidir aussi cette inflation. Il faut prendre les moyens de refroidir cette inflation. Sinon, on ira dans le mur. Refroidissons, ça c'est un financier qui parle, enfin un spécialiste de la finance, c'est intéressant. On fait quoi? Moi qui suis sur le terrain, c'est vrai que c'est un risque, mais il ne s'agit pas d'avoir peur inutilement, il faut justement agir. Et tout de suite, je dis que la rentrée, il va falloir travailler tout l'été pour que la rentrée soit plus acceptable pour beaucoup de nos concitoyens. Et la vie quotidienne, parce que ce n'est pas qu'une question de rentrée, c'est la vie quotidienne des Français. Il y a toujours une soupape sur l'été, et nous sommes un certain nombre à avoir fait des propositions très concrètes à ce sujet. Un mot, Timothée? Oui, moi je pense qu'il faut faire deux choses. D'une part, c'est les bas salaires, on en a parlé, c'est la priorité des priorités, c'est une question de dignité humaine. Et la classe moyenne va dire, mais attendez, nous aussi on galère. Et le deuxième point, c'est peut-être réfléchir métier par métier, secteur par secteur, ne pas avoir une vision très macro. Réfléchir secteur par secteur, métier par métier, comme ça a d'ailleurs été très bien fait pendant les périodes de confinement où on a beaucoup aidé certains secteurs et pas d'autres, certains métiers et pas d'autres. Il faut faire ça de façon systématique Et François Ruffin on propose, lui, côté LFI, d'indexer le SMIC à l'inflation, parce que ça, c'est un sujet qui permettrait déjà de ne pas être sur les chiffres que l'on avait, 2,65 de revalorisation au 1er mai, ça c'est le chiffre de revalorisation. Il est déjà indexé sur l'inflation. Il a reproduit pas totalement, mais il est déjà indexé. Mais vous voyez le gap, on est à 5,4 au mois de juin sur un an, donc ça veut dire qu'il y a un effet retard. Voilà, quand on touche le SMIC, on perd 2,5. On perd presque 3%. Le dialogue social, la première élection professionnelle chez les indépendants, et je pense notamment, quand on dit indépendants, à tous ces livreurs, tous ces invisibles, comme on les appelle, qui vient faire d'ailleurs un peu écho au débat qu'on a sur le pouvoir d'achat. Vous soutenez cette initiative? Les syndicats ont dit, on n'y croit pas. Pas les syndicats, parce qu'un certain nombre de... Pas tous. Les vieilles maisons syndicales y participent. En revanche, les syndicats du secteur, des taxis, etc., eux, finalement, mettent en cause le fait que tous ces salariés soient des indépendants. Ils disent que c'est plutôt des salariés. Déguisés. Ça fait écho à un certain nombre de débats qu'on peut voir devant les tribunaux à ce sujet. Donc c'est là qu'ils mettent le débat. L'ubérisation. C'est effectivement une vraie question. Je dirais qu'il était temps pour ces professions d'avoir des représentants. Nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous croyons beaucoup au dialogue social, nous croyons beaucoup à l'importance des corps intermédiaires. Nous pensons qu'il est très important que l'ensemble des acteurs économiques soient représentés, puissent avoir un dialogue social de qualité. Donc oui, il était temps. Après, là encore, ce mode d'élection ne satisfait pas l'ensemble des participants. Il faut donc encore travailler, parce que s'il y a vraiment un très bas taux de participation,
tel que ça semble être annoncé, ça veut dire que l'exercice n'a pas été réussi et que donc il faut sans doute améliorer les choses en la matière. Alors ce qui est intéressant, c'est juste un regard un peu sociologique, c'est qu'en fait ils ont su se mobiliser fortement hors des sentiers syndicaux. Bien sûr. Et que dès qu'une institution leur propose cette élection, je dirais très normée, il faut voter, il y a des urnes, il y aura des représentants, ils disent on n'y va pas. C'est assez intéressant. C'est que la force. Mais parce que certains d'entre eux, vous êtes reconnus comme salariés, ils voudraient obtenir des droits équivalents aux salariés. Alors, donc, je me tourne vers l'avocat, c'est intéressant quand même ce qui se passe. On parle d'indépendants, mais les indépendants, c'est une palette très large. Oui, ça va de l'ingénieur tech indépendant jusqu'au livreur Uber qui est en auto-entrepreneur, enfin en micro-entrepreneur. Et qui parfois peut être forcé Et oui. alors qu'il préfère être salarié. Exactement. Oui, je pense que vous savez, c'est intéressant parce que lorsqu'il y a un problème, les gens se soulèvent, ils parlent, ils éprouvent ou non le besoin de parler d'une seule voix. Et puis lorsqu'on dit on va organiser les choses, il y a toujours ce rapport à l'institution qui est compliqué. Je crois qu'il faut l'admettre. Il faut se dire que ça, moi je le vois bien, dès que vous prenez des organisations professionnelles, à mon cabinet, nous occupons d'organisations professionnelles, eh bien on voit bien qu'il y a toujours des difficultés à unir ou à essayer de faire parole ensemble. C'est vrai. Maintenant, je pense que on doit retrouver, et ça on l'avait un peu perdu, on doit retrouver chez nous, en France, dans les organisations professionnelles, dans le milieu professionnel, cette nécessaire négociation, ce besoin de dialogue, en tout cas cette obligation de dialoguer, pour éviter que lorsque les conflits arrivent, éclatent, comme ça, pour éviter justement les conflits, il faut traduire, il faut essayer d'organiser le dialogue social. Vous avez vu que la CFDT, pour parler du dialogue social, pour faire écho à cette première élection, la CFDT a mis à menace le gouvernement, enfin en tout cas le président de la République, puisque le gouvernement est provisoire, le menace d'un mouvement social à la rentrée pour les sujets qu'on évoque. S'il n'y a pas de dialogue social nourri, construit, et puis s'il n'y a pas des éléments très concrets sur le pouvoir d'achat. Et c'est sur eux, par ailleurs, la question de la sur la table. Et avec le débat de faut-il engager ou pas cette réforme. Vous, de votre côté, l'élection professionnelle, parce qu'il y a des élections professionnelles dans votre secteur. Moi, je compare ça un petit peu je compare ça un peu dans notre métier, ce qu'on appelle le personnel d'étage, les femmes de chambre. On a pas mal entendu parler d'elles ces derniers temps, notamment un groupe dans l'Ibis de Bagnolet, je crois. Oui. Qui est en grève. Qui était en grève, parce que en fait, elles étaient sous-traitées, si j'ose dire. Elles faisaient partie d'une société qui faisait de la sous-traitance auprès d'un hôtelier, enfin d'un groupe hôtelier. Et ça me fait penser un peu à cette question, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont pas vraiment protégés, mais qui aimeraient bien l'être. Et en fait, c'est un besoin humain, finalement. Le CDI, le CDD, toute cette législation, finalement, a été faite pour que les travailleurs soient protégés. Et je pense que c'est une nécessité. Et donc, en fait, ça va dans l'ordre des choses, cette élection professionnelle, bien sûr. Avec des réticences, faut le redire. Mais il n'y a pas de système parfait. Voilà, il n'y a pas de système parfait. Il vaut mieux encore qu'il y ait cela. Que rien. Que rien. D'accord. Bien sûr. La force d'un certain nombre de nos concurrents, notamment en Allemagne. Avoir des interlocuteurs, en tout cas. Avoir des interlocuteurs, avoir des remontées terrain. Moi, j'entends beaucoup, j'entends dire, eh bien, vous n'êtes pas sur le terrain, ou bien tel ou tel, les responsables ne sont pas sur le terrain. Mais être sur le terrain, ça, c'est pas forcément sauter comme un canard et puis dire je suis sur le terrain. Il faut avoir des relais au quotidien, des signaux, et ça sert. Mais la aussi question à de la précarité de beaucoup de ces indépendants, de ces livreurs, est un vrai sujet. Et par ailleurs, de leurs conditions de travail, de leurs risques pour leur santé, pour leur vie, etc. Ce sont des vrais sujets. Non, mais ce que vous soulevez, c'est la CDIsation ou pas de ces salariés qui parfois ont été obligés. C'est vrai qu'il y a des témoignages. Donc il y a des vraies questions. C'est épouvantable, des accidents de vélo, même de Vélib, enfin des histoires. Mais en tout cas, la première élection professionnelle avec des représentants syndicaux qui seront des interlocuteurs face à leurs entreprises ne réglera pas le débat que vous avez soulevé à l'introduction. Ils ne seront pas CDIsés automatiquement, on est bien d'accord, ça ne règle pas le sujet. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui il y a ce débat, et c'est pour ça qu'aujourd'hui un certain nombre font la grève des élections aussi. Exactement, parce que ça ne règle pas au fond, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, au fond, leur revendication de devenir des vrais salariés de plein droit, CDD, CDI, bénéficiant des avantages évidemment liés au contrat. Je voudrais dire que dans l'histoire économique, c'est dans l'ordre naturel qu'il y a nouvelles pratiques, il y a nouvelles difficultés au fur et à mesure. On apporte aussi des solutions juridiques ou réglementaires. Oui, c'est vrai, c'est le juriste qui s'exprime. Oui. Donc ça fait avancer finalement, malgré tout, les conditions de travail. Sur votre vue, je pense qu'il y a eu un recul par rapport à l'état de droit existant et qu'on est en train de rattraper. Mais ça, c'est une vision que nous partageons. Il n'y a pas de monde parfait. Il n'y a pas de monde parfait. On termine. Alors, j'avais dit une petite touche sucrée. Je ne sais pas si elle est sucrée, parce que vous, dans l'hôtellerie, on va parler du télétravail, du travail hybride.
peut-être vous pouvez travailler à distance, mais ceux qui font les chambres, ceux qui nettoient, ceux qui emmènent le linge. Ok. C'est très je vais me prendre un coup de moi, règle, je peux parler très librement de ce sujet parce que ça me concerne assez peu finalement. Mais ça concerne un peu notre métier. C'est pour ça, oui. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a connu finalement, non pas le télétravail, mais le confinement de façon très forte et très violente pendant ces 2 années qu'on a pu connaître. Et je peux vous dire que nos collaborateurs ont été malheureux. De ne pas aller au travail. Malheureux de ne pas bosser, alors qu'ils n'ont pas forcément un boulot facile. Et moi, je suis farouchement opposé au télétravail. Je trouve que ça brise la créativité. Je trouve, mais c'est facile pour moi d'en parler. C'est ce que dit l'étude. Ça brise la créativité, ça brise le lien. Moi, je suis dans un métier du lien social, dans un métier de la rencontre, dans un métier de l'accueil. Je suis d'accord. C'est pour ça que je commençais par vous, parce que vous faites un pas de côté sur le sujet. C'est facile pour moi. Oui, parce que vous, dans la finance, parce que là, je me tourne vers vous en tant que chef d'entreprise, mais dans votre réseau EDC, beaucoup d'entreprises ont basculé d'abord en télétravail full remote, puis en hybride. Quelques entreprises. Nous, on fait pas. Nous, on a quelques salariés qui pratiquent le télétravail. Vous, par exemple. Qui est autorisé. Moi, en fait, je n'ai pas été un seul jour en télétravail. Enfin, si, sauf quand j'ai eu le Covid et que j'étais en voyage aux États-Unis. Du coup, j'étais bloqué une semaine là-bas. Mais sinon, j'ai été tous les jours au bureau. C'est vrai qu'à titre personnel, et encore, quand je vois ces études sur l'efficacité et sur la productivité, c'est pas du tout plus efficace, moins créatif. Alors, sur le moins créatif, c'est probable. Encore que je voyais une autre étude qui disait il y a 3 jours que les Français n'avaient jamais été aussi créatifs que pendant le pré-confinement. Je suis assez d'accord. Parce qu'ils avaient fait la cuisine. Ils ont créé sur autre chose. On raconte un peu tout et n'importe quoi. Et il faut quand même avoir conscience qu'il y a 2 ans, il y a des gens qui disaient qu'on porterait les masques à vie dans les transports. C'est vrai. Lundi, c'est fini. Qu'on ne prendrait plus jamais l'avion. Donc on raconte un peu tout et n'importe quoi. Et c'est l'inverse qui se produit. Donc il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Mais une fois qu'on a pris un peu de recul par rapport à tout ça, il y a des choses qu'on peut faire mieux éventuellement à distance quand on a besoin de se concentrer. Encore que si on crée les bonnes conditions au bureau pour se concentrer, on peut les faire aussi bien au bureau. Il y a des choses en revanche qu'on fait très mal à distance, c'est faire des réunions créatives en effet ensemble, avoir des échanges. Donc, François Vigne, vous en tant que chef d'entreprise, parce que là j'ai une réponse très directe. C'est facile. Non mais c'est facile, mais vous dites, moi je suis contre parce que ça casse le lien. Vous, dans votre éthique, dans ce que vous portez, vous dites, j'y suis pas très favorable, ou est-ce que vous dites, je m'y suis fait et c'est pas mal? Non, nous à titre, moi en tout cas, parce que là c'est moi en tant que dirigeant, à titre, je suis très promoteur du travail en présentiel, parce que c'est la meilleure façon d'associer les gens à l'entreprise, de leur permettre de participer ensemble à un projet, de créer quelque chose, de travailler ensemble, et y compris les gens qui sont éventuellement les plus faibles, etc. Ça permet vraiment de créer une vraie cohésion sociale. Et donc c'est pour ça qu'on croit beaucoup à ça. Une fois qu'on a dit ça, nous sommes aussi attachés à créer des espaces de liberté, des moments de liberté pour nos salariés. Et s'il y a des choses qu'ils peuvent mieux faire chez eux, quand par exemple on doit même s'arranger pour des livraisons, pour des problèmes domestiques, un peu de télétravail peut être très pratique. Donc quand on peut se le permettre pour nos salariés, faisons-le. La réponse moins de créativité, plus d'efficacité. Moins de créativité, plus d'efficacité, moins de trajets, moins de congés d'arrêt maladie, bien sûr. Moi, je serais plutôt partisan d'un régime assez souple parce qu'on se rend compte de quoi? Effectivement, il faut un minimum de lien social, quelles que soient les activités. Il faut que les gens puissent... Les salariés le réclament. Il faut que les gens puissent se frotter les uns aux autres. Vous ne pouvez pas faire travailler un stagiaire. On parle d'apprentissage, on parle de formation continue. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire travailler un stagiaire que vous n'avez jamais vu, etc., etc. Donc ça se comprend. Mais dans le même temps, n'oublions pas que nous, depuis vos studios, nous sommes parisiens, mais il n'y a pas que Paris et il n'y a pas que les grandes villes. Quand vous devez faire 30, 40, 50, 60 km pour aller au travail, avec le coût de l'énergie, etc., on pourrait... on en revient au salaire. Et on revient au pouvoir d'achat. On va pouvoir trouver un système mixte parce qu'il y a aussi la fatigue, parce qu'il y a tout ce qui va avec. C'est la raison pour laquelle, j'insiste, il faut parvenir à garder suffisamment de souplesse parce que toutes les activités... Donc l'hybridation. Une hybridation, mais surtout de la souplesse. Tous les métiers n'imposent pas ou ne permettent 60-40, pas. 40 télétravaillables, 60 pas. On ne peut pas être chauffeur de taxi à distance. Ça, oui, en revanche, il y a un certain nombre de fonctions qu'on peut remplir à distance. Alors pas tous les jours, mais quelques jours, ça peut soulager, je pense. François Vigne, mot de la fin. Beaucoup de VRP en présentiel, ni beaucoup de pilotes d'avion en présentiel. Ils sont tous en permanence en distanciel. D'ailleurs, vous connaissez la bonne blague où dans un avion, il y a un commandant de bord. Mesdames, messieurs, je suis en télétravail aujourd'hui, donc je vais piloter l'avion à distance. Tout le monde a essayé de sortir. Ceci étant, vous riez, peut-être que dans 20 ans, si l'émission existe toujours, on sera déjà sur la Google Car qui viendra vous chercher devant les studios sans pilote. Mais j'espère en revanche qu'on sera tous ensemble dans le studio. Mais oui, ça je l'espère. Sinon, on s'ennuiera beaucoup. Timothée, mot de la fin. Moi, je serais assez heureux qu'on se revoie dans 2 ans et qu'on se pose exactement cette même question. On en est où, surtout? On en sera où sur le télétravail dans 2 ans? Moi, ça ne m'étonnerait pas
que ce soit un vieux souvenir. Mais Je suis pas convaincu. Moi non plus. Je suis pas convaincu. Moi non plus. Je pense qu'il y a des choses. Ouais. Il y L'hybridation. aura un peu d'hybridation. L'hybridation. Vous voyez, par Moi aussi, exemple, moi aussi. Je crois aussi. On ne travaille pas forcément dans Paris ou dans une grande ville. Eh bien, un certain nombre de téléconférences, on a économisé. Moi, j'ai économisé Mais beaucoup de temps je suis parce que d'accord. ce qui était inimaginable il y a encore 3 ans, eh bien, finalement, aujourd'hui, on se fait une téléconférence, 1 heure de trajet, C'est vrai. 1 heure de réunion. Sans que ça pose de problème à plus 1 heure personne. de trajet retour, c'était 3 heures Ça, c'est bien vrai. lessivé. Eh bien, aujourd'hui, je suis plus efficace à faire. Merci. Conférence Il faut garder le meilleur et puis jeter ce qui est pas bon. Mais il y a Absolument. sûrement des choses très très bonnes de ces expériences qui ont Mais on été. aime revenir. il faut garder le meilleur, Mais on comme aime vous dites. revenir vous voir. Mais oui, mais nous on aime bien quand vous êtes là. Au Zoom. Bon, pas de Zoom, interdit, parce qu'on en a fait quelques-uns pendant le Covid, c'était difficile. Vous voyez, oui, c'est vrai. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat international droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Merci à François Vigny, associé chez Sycomore Corporate et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis je remercie Timothée de Courcy pour sa première participation. Vous allez revenir, et pas en distanciel. PDG de maison LZR, groupe hôtelier, 35 collaborateurs. Et vous l'avez clairement dit, mis les pieds dans le plat contre le télétravail. Ah, ça va être repris, ça, hein, ça va buzzer. c'était facile pour moi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement, évidemment. Et des jeunes, est-ce que ce sont vraiment des digital natives? Vous savez, ils ont toujours un téléphone à la main. Mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à bien se débrouiller pour recruter et se faire recruter grâce à Internet? Pas si sûr, on en parle. Fenêtre sur l'emploi et on accueille Jean Pralon. Bonjour Jean. Bonjour. Psychologue, professeur en RH à l'EM Normandie et vous êtes d'une certaine manière un chercheur. Vous examinez, vous étudiez des sujets. Et là, on s'intéresse à un sujet passionnant qui fait écho à un débat précédent qu'on avait fait sur ce plateau sur l'électronisme. On pense que ce sont les personnes âgées qui sont déconnectées ou pas connectées. Et on va s'intéresser au recrutement des jeunes et leur maîtrise réelle des outils numériques. Digital native, est-ce qu'ils le sont? Ils ne sont pas tant que ça digital native, ces jeunes, à travers votre étude. Alors clairement pas, oui. Ça tord le cou, en fait, à l'idée qu'ils surfent, ils maîtrisent. C'est ça l'objet de votre étude. Il y a un vieux fond de l'air en France qui est que les jeunes sont forcément avant-gardistes, plus digitaux, plus techniques, plus écolos aussi que la population en général. Si on voulait rigoler un peu, on se dirait que c'est très Gaston Lagaffe. Sauf que Gaston Lagaffe, il a 70 ans quand même, donc c'est le stéréotype de la jeunesse qu'on a là. Mais c'est pas vraiment une réalité. Et cette jeunesse-là, elle est parfois très acculturée au digital et parfois pas du tout. Donc tous les jeunes, pour être bien précis, ne sont pas tous égaux, parce que certains arrivent parfaitement à naviguer, d'autres pas. Qu'est-ce qui les distingue? Parce que globalement, tous les jeunes ont le smartphone. Certains vont réussir à comprendre les mécanismes du recrutement, d'autres pas. Qu'est-ce qui les distingue? Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que les mécaniques du recrutement changent. Il y a quelques années, être candidat, c'était lire des offres, faire un beau CV, une belle lettre de motivation, et puis être réactif finalement, avoir une réponse à apporter à une demande. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les plateformes, ce sont des algorithmes qui vont chercher des candidats pour vous. Ce qui fait que le but du candidat, c'est plus de se faire connaître, c'est de se faire trouver. Et c'est pas la même mécanique. Et donc pour ça, il faut comprendre comment fonctionne la plateforme, comprendre ce qui va se passer quand l'algorithme va regarder son CV et son profil, et comprendre ce qu'il faut faire pour que cet algorithme soit capable de repérer les compétences qu'on a en tête. Alors dans l'étude dont le thème est pourquoi les digital natives ne sont pas tous égaux face aux plateformes du recrutement, vous avez un chiffre, 44% des jeunes interrogés pensent que le marché du travail est rationnel. Ça, on va dire, c'est ceux qui s'en sortent. Exactement. Eux ont compris qu'il fallait structurer, cibler. Et puis il y a les autres qui pensent que c'est de l'émotionnel, que c'est du hasard, que c'est... Que c'est de la chance ou de la malchance. C'est vraiment ça, c'est chance ou malchance. Quand on répond à une offre, on imagine le recruteur. Quand on se laisse trouver par un algorithme, c'est quand même un peu une bouteille à la mer. Et donc pour ça, il faut croire que derrière, dans la machine et dans le marché du travail, il y a des logiques rationnelles, il y a un décideur qui prend des décisions rationnelles, et que tout ça va s'organiser en fond. Et puis pour beaucoup de ces jeunes-là, et encore une fois, ce sont des diplômés, ce n'est pas des gens qui sont de bel niveau de qualification, il y en a beaucoup qui imaginent que c'est une affaire de hasard, de chance et de pensée magique finalement. Et quand vous dites que le marché est irrationnel, enfin ils pensent que le marché est irrationnel, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que le mécanisme qui fait que mes compétences seront connues, reconnues, vues par un recruteur et donc que j'aurai un emploi, ça c'est pas rationnel, c'est pas logique, c'est que par hasard ou par malchance... Non, excusez-moi, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas au système. Ils ne croient pas finalement que quelqu'un au bout du tuyau
va vraiment regarder ce qu'ils disent. Je crois que c'est presque pire que ça. C'est de la pensée magique. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne croient pas que la mécanique va marcher, c'est qu'ils ne l'imaginent même pas. C'est un peu comme, vous savez, on dit souvent, il y a un machin, le mot machin qu'on utilise pour décrire un truc qu'on ne comprend pas très bien. Oui, c'est un machin. Voilà, c'est un machin. Ouais. Et ben, c'est un machin pour l'algorithme. La plateforme, c'est un machin. Donc, c'est un truc qui, peut-être, par un enchantement quelconque, va faire que leur profil va être vu. Mais par qui, comment, par quoi, pour quelle raison? Mystère. Il y a quand même 20,2% des jeunes Français qui sont éloignés de l'emploi. Et en même temps, on a une pénurie de main-d'œuvre avec des entreprises qui toutes viennent ici en disant on ne trouve pas, on n'a pas les candidats, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on a les outils technologiques. Enfin, je veux dire, on a tous les job boards, tout le monde fait des efforts pour mettre une belle annonce. Ça ne marche pas bien. Alors, je crois qu'on a un problème de démographie d'abord. Ne pas perdre de vue le fait qu'on a 10% d'actifs en moins en France par rapport à des pays comparables. Donc, c'est un sacré trou dans la Même raquette. par rapport à l'Allemagne Bien sûr. Même On a par rapport à un l'Allemagne. sacré trou dans la raquette sur le volume de gens en âge de travailler. Premier problème. Deuxième problème, on a un grand recrutement. Alors, on parle parfois de grande démission. On a un grand recrutement C'est ça. qui fait qu'il y a du volume qui attire les candidats et qu'on imagine que les candidats sont un peu des mercenaires, qu'ils en profitent. Et on présuppose qu'ils sont agiles avec la technologie et que donc, en fait, ils sont très malins, très agiles, très digital natives, comme on les imagine. Et Donc en on les fait, c'est pas surestime, vrai. Jean. En fait, c'est un peu ça. Hein. Je crois qu'on les surestime en moyenne. Certains, c'est à juste titre. Mais pour d'autres, il y a un peu de boulot à faire pour se rendre compte que ce qu'on voudrait qu'ils fassent, ou là où on les imagine compétents et agiles, ils ne le sont pas tant que ça. Et donc, si on veut fluidifier la mécanique de recrutement, il faut un peu agir là-dessus. Vous, le conseil que vous donneriez, parce que vous faites une étude, enfin vous faites des constats, une forme de diagnostic, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'avoir une formation un peu plus approfondie en amont, c'est-à-dire une vraie éducation, je dirais, à la fois des job boards. Comment on fait? Alors, je crois qu'il faut créer de la confiance et de la compréhension. De la confiance, c'est agir pour que les plateformes de recrutement soient des marques de confiance. Il y a des marques de produits de consommation qui ont très bien réussi à être des marques de confiance. Je ne sais pas si on peut en citer, mais il y a des marques qui sont très efficaces pour se faire connaître. Et on se dit, OK, c'est cette marque-là, je fais confiance. C'est solide. Voilà. Donc il faut que les plateformes se créent en marque de confiance. Elles ne pourront pas dire comment ça fonctionne, parce que c'est de l'algorithme, c'est compliqué. Mais il faut quand même rendre ça un peu plus fiable et perçu comme étant fiable. Ça, c'est un peu sur l'aspect marque extérieure. Et de l'intérieur, il faudra un peu éduquer plein de gens, et le plus possible, à un peu de codage. C'est un débat pendant la campagne présidentielle. Bah oui, est-ce qu'on commence le codage dès le CM2? Alors je crois qu'il ne faut pas... l'idée, c'est pas de rendre les gens codeurs, c'est de leur faire comprendre comment marche une plateforme. Oui, bien sûr. C'est de les éduquer un petit peu à la compréhension de la mécanique. Mais juste un mot, parce que ça, c'est l'envers du décor. Il y a évidemment l'éducation au numérique et à la connaissance. Puis il y a aussi beaucoup de candidats qui vous disent, mais même si j'ai ciblé, que j'ai bien fait le boulot, que j'appartiens aux 40% en fait, personne ne me répond. J'ai pas de réponse. Donc ça veut dire qu'au bout, si j'ai pas de réponse, je suis même pas sûr que mon annonce ait été lue. Il y a aussi ce phénomène-là, la manière dont on traite les candidats. Alors dans ça, il y a un truc qui est que beaucoup de recruteurs, et c'est légitime ou normal de leur point de vue, considèrent que tout le monde comprend ce qu'ils font. Tout le monde comprend le recrutement. Et non. Et en fait, non. On pourrait presque se dire que le recrutement, c'est trop compliqué pour les candidats. Et c'est un peu vrai. Le recrutement, ce n'est pas le boulot du candidat, c'est le boulot du recruteur. Et donc, il y a un travail à faire pour rendre plus flexible et plus visible les pratiques de recrutement. Donc il y a encore un peu de chemin à faire et vous tordez le cou à travers cette étude, pourquoi le digital native ne sont pas tous égaux face aux plateformes, qui sera publiée sur la chaire compétences, employabilité et décision RH de l'EM Normandie, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur vos travaux. Merci Jean Pralon, prof RH à l'EM Normandie. C'est la fin de notre émission, merci d'avoir terminé avec moi. Merci à vous qui nous regardez et qui êtes fidèles. Merci à toute l'équipe, merci à Alice Pitavi pour la réalisation, merci à Mathieu ou Arthur qui est un jeune ingénieur du son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Bon week-end à vous et bon week-end évidemment à tous. Je serai là lundi. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.